Comme pour la plupart des jeux Nintendo, Zelda est un jeu qu'on imagine enfantin. Oh, regardez-moi cette petite bouille. Des fées, des plaines verdoyantes et des musiques entraînantes, tout ça n'est qu'une façade. L'univers de Zelda renferme grand nombre de monstruosités, dont certaines que vous avez sûrement oubliées. Twilight Princess. Nous sommes en novembre 2006 lorsque sort Twilight Princess. À l'époque, Harry Potter est encore au cinéma et Evanescence est un groupe à la mode. Et ce qu'on peut dire, c'est que clairement, chez Nintendo, ils ont suivi la tendance dark de l'époque. Des Célestiens, l'enlèvement de Colin par des monstres au début, Midona avec l'air terrifiant, les Twili, le roi Xento, rien que les Célestiens, non mais sérieusement. Je sais que les poules ont une grande importance dans les jeux Zelda, mais là c'est pas possible. Même en tant qu'enfant, je n'osais pas les approcher. Mais dans cet opus, il y a autre chose d'inhabituel pour un jeu Zelda. La romance. Oh, évidemment, rien de concret, tout est très ambigu avec la Generia. Sauf qu'à un moment, il se passe ça. Vous l'aurez compris, c'est une hallucination. Dans cette scène, vous rencontrez les intrus, des créatures bannies du royaume pour leur violence et qui sont capables de prendre l'apparence des gens qui vous sont chers. Franchement, ça va. C'est bizarre, mais c'est moins effrayant qu'une autre histoire d'amour, celle qui se passe dans le donjon de glace. Dans le jeu, il y a un couple de Yeti. À la base, c'est des créatures plutôt mignonnes. T'as envie de leur faire un gros poutou, façon Baymax. There. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Quand vous arrivez à la dernière salle du donjon, la femme du Yeti s'arrête, s'apprête à vous donner le fragment de miroir, quand soudain... Oui, c'est un screamer. Oui, j'ai jeté ma manette. Non, je n'ai pas honte. Oui, maman, j'ai mangé tous mes légumes. Bon, je rassure, ce n'est qu'une possession. Une fois vaincu, tout est bien, qui finit bien. Majora's Mask. Comment parler des moments flippants de la saga sans parler de cet opus? Majora's Mask est tout bonnement le jeu de la série le plus terrifiant. On arrive dans un monde sur lequel la lune risque de s'écraser dans 3 jours. Et lorsqu'il ne vous reste que quelques minutes, vous avez un compte à rebours des plus stressants, histoire de bien vous mettre la pression. Tout, je dis bien tout dans cet épisode tourne autour de la mort. La forêt, morte. Le vieux Goron, mort. Le jeune Zora, mort. Le dernier temple, la mort. On passe son temps à soulager les âmes en peine. Même les trucs rigolos, c'est apporter du papier toilette à une main qui sort des chiottes, putain. Oh bah, tu vois l'âge. Dès le début, le jeu vous ménage 0. Vous venez à peine de commencer et là, le vendeur de masques. Lorsque vous lui avouez honteusement que vous n'avez pas réussi à récupérer le fameux masque de Majora, cette rage, ce regard sanguinaire et cette façon de vous secouer... L'un des événements les plus marquants restera la scène avec la jeune Pamela. Laissez-moi vous raconter. Vous venez d'arriver dans la vallée d'Ikana et vous distinguez au loin une maison au bord du cours d'eau qui traverse la vallée. Cette maison est entourée de Gibdo, une sorte de momie se mouvant très lentement mais dont le cri vous glacera sur place. Le temps semble s'être arrêté et la vie a l'air de ne plus être de ce monde dans les alentours. Pourtant, une jeune âme veille encore, une petite fille du nom de Pamela. Elle reste devant sa porte, criant au Gibdo qui rôde de s'enfuir, que son père ne sera jamais l'un des leurs. Et lorsqu'elle a le dos tourné, vous vous décidez à entrer sans savoir ce à quoi vous allez assister à l'intérieur. Une fois dans la maison, vous descendez et tombez nez à nez avec un Gibdo. Il était enfermé dans un placard, mais celui-ci vous semble différent des autres. En effet, ce Gibdo semble se battre en son fort intérieur, lutter contre quelque chose ou quelqu'un. En fait, ce Gibdo semble lutter contre lui-même. Pamela arrive alors en courant, vous criant de le laisser tranquille, de laisser son père tranquille. Vous entonnez le chant de l'apaisement et guérissez l'âme de cette créature tourmentée. Le masque tombe. Ce monstre n'était en fait que le père de Pamela. Victime d'une malédiction, il avait peu à peu pris la forme d'une momie. Et Pamela, de peur, l'avait enfermé dans le placard. Père et fille se retrouvent enfin. Cet enfant qui était jusqu'à présent si seul peut de nouveau étreindre son père. Enfin, du moins pendant quelques heures encore, car la fin du monde arrive. Ocarina of Time. Certainement l'un des opus les plus populaires, mais ne vous laissez pas tromper par son aspect chaleureux. Ocarina of Time abrite également un monde des plus terrifiants. Vous savez de quoi on va parler? Le Temple de l'Ombre. Pourtant, la première fois que vous en approchez, vous êtes bien loin d'imaginer tout ce qui se trame. Enfin, vous passez par le village Cocorico. Non mais, écoutez-moi ce nom. Comment voulez-vous qu'il y ait quelque chose de terrifiant là-bas? Des habitants, des enfants, des commerces,
et des petites poules partout. Alors oui, c'est vrai, mais c'est en façade. Je pense que vous vous souvenez sûrement d'une certaine famille dans ce village. Cette maison où toute une famille a été transformée. Des misquitulas mi-humains, mais... Ah! Tuez-moi! 7 ans plus tard, lorsque vous y retournez, tout n'est plus que désespoir. Et non, j'en fais pas trop. Shake vous apprend que Ganondorf a réveillé le monstre du puits et que vous devez retourner le sceller. Et pour ça, vous devez vous enfoncer dans les profondeurs du puits. Le Temple de l'Ombre, c'est clairement ce pourquoi j'ai mis des années à finir ce jeu. Tout là-bas vous angoisse. Le Temple de l'Ombre semblait servir de salle de torture ou de prison à certains endroits. Une légende raconte même que la famille royale d'Hyrule est à l'origine du massacre de la race d'Impa. Et on raconterait que le peuple était torturé dans ce fameux temple. Vous la sentez, la bonne ambiance ? Dans ce dédale de couloirs, vous rencontrerez des crânes, des ossements par centaines, des restes d'instruments de torture, du sang. Pourtant, vous n'êtes pas au bout de vos peines, il vous reste encore à rencontrer les charmants habitants de ce puits. Tout d'abord, il y a des effrois. Partout, partout. Les effrois, ce sont des sortes de zombies. S'ils vous voient, ils hurlent à la mort. Et ils vous paralysent pour vous attraper et vous... manger, je suppose. Si vous survivez aux effrois et que vous arrivez à échapper aux mains qui tombent du ciel, vous devrez alors faire face au mini-boss de ce puits. Poignant. Et sachez qu'il ne porte pas ce nom pour rien. Ce boss vous attrape avec l'une de ses nombreuses mains et s'approche lentement de vous, la bouche grande ouverte, prêt à vous dévorer. Et lorsque vous le tuez, allez savoir pourquoi, mais sa dépouille est particulièrement lente à disparaître, vous laissant face à cette créature morte la gueule grande ouverte. Vous pensez en avoir fini? Vous êtes mignon. Le pire reste à venir, parce que vous allez maintenant rencontrer le maître des lieux, Bongo Bongo. Sous ce nom plutôt exotique, se cache en fait une des créatures les plus dérangeantes du jeu. Certains s'accordent pour dire que Bongo Bongo est un ancien Sheikah qui aurait été torturé par la famille royale. En effet, il ne reste de lui que des mains et un buste sans tête. Il tente de vous écraser pendant que vous essayez de viser le trou béant sur ce qui était d'autrefois sa tête. Breath of the Wild. Pour ceux qui y ont joué, vous savez à quel point la première lune de sang peut être angoissante. La nuit de la lune de sang. Les pouvoirs de Ganon sont à leur paroxysme. La lune de sang est un événement naturel provoqué par Ganon quand vous tuez trop d'ennemis. La lune et le ciel deviennent rouges et tous les monstres tués par Link reviennent à la vie. À ce moment précis, vous devez affronter des ennemis en surnombre dans une ambiance des plus stressantes. Ma première lune de sang était si impressionnante, je comprenais rien à ce qui se passait. Tous ces monstres qui réapparaissaient les uns après les autres, la musique avec les cris, je jouais le soir, je vous jure que j'ai rallumé la lumière de ma chambre. En fait, ma seule stratégie lors de la lune de sang était de courir ou de me cacher sur une plateforme loin de tout. Mais j'ai agi dans la panique, car on va pas se le cacher, quand on sait en quoi consiste la lune de sang, on n'est plus si impressionné. En fait, une lune de sang, c'est simplement une sorte de raid. Tous les ennemis dernièrement tués reviennent à la vie, parfois un peu plus forts. Il y a clairement aucune notion de survie. Dans des jeux comme 7 Days to Die ou Kingdom, c'est vraiment des moments où tout le monde débarque pour te casser la bouche. Oh putain, c'est quoi ça? C'est quoi ces saloperies? C'est deux personnages malsains que plus personne ne souhaite voir. Oui, alors je sais, le titre de cette partie est claqué, mais il faut qu'on parle des pires personnages de la saga, c'est mon avis. Le premier, c'est Tingle. Alors ok, il a un chien tout mignon, mais ça reste un otaku de 30 piges qui se prend pour un garçon de la forêt. Il a pas de travail à part vendre des cartes à des enfants. Pour en rajouter une couche, Tingle a une façon très étrange de vous parler. J'étais toujours persuadé qu'il avait un problème. Le deuxième personnage, il y en a plusieurs, c'est les grandes fées. Alors, c'est des personnages ultra cool qui nous donnent plein d'améliorations, donc quand on les voit, on est content. Mais comment la saga fait pour les rendre d'épisode en épisode de plus en plus creepy? Une fée, c'est censé être gentil, petit et mignon. Là, c'est des trucs monstrueux qui te séquestrent sexuellement. Et les mentions honorables. Il y a énormément de choses dont on n'a pas pu parler dans cette vidéo, c'est pour ça qu'on va finir en beauté avec un florilège des autres moments flippants de la série. C'est parti! Et vous, c'est quoi votre personnage détesté dans la saga Zelda? J'espère que cette vidéo vous a rappelé vos pires et vos meilleurs moments du jeu. Pour beaucoup, Zelda, c'est les grandes plaines au galop, les énigmes, les musiques.
et on a tendance à oublier toute la dimension horrifique de l'histoire. Zelda, ça reste de l'heroic fantasy, avec ses drames et sa magie noire. Le jeu est suffisamment intelligent pour parler d'horreur sans vraiment le faire, en disséminant des indices, des références, en laissant l'imagination et les théories faire le reste. Et ça, c'est une des choses que j'aime le plus dans la saga Zelda. Si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner pour nous soutenir. Merci de nous avoir suivis. Allez les amis,